Salut, j'espère que tu vas bien et bienvenue pour un nouvel épisode de French Listening Practice niveau A1, A2. Aujourd'hui, j'ai eu l'idée de cet épisode parce que il y a quelques jours, j'ai fait pour la première fois de ma vie l'expérience d'aller manger dans un restaurant Michelin. Une étoile Michelin. Donc, rapidement, c'était l'anniversaire d'un ami. Il nous a invités, moi et quelques autres amis, à déjeuner dans un super resto étoilé. Et donc, l'expérience était géniale, la nourriture au top. Et je dois dire que j'ai un peu changé d'avis sur ce genre d'établissement. Je te dirai à la fin de cette vidéo ce que j'en ai pensé personnellement, mais tout ça, ça m'a donné l'idée de la vidéo d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler du guide Michelin. Parce que il y a une petite histoire derrière tout ça. L'origine des étoiles Michelin, c'est pas ce que tu penses, à mon avis, évidemment. Donc, est-ce que tu connais ces fameuses étoiles Michelin? Tu sais, c'est les petites étoiles qu'on attribue, qu'on donne aux plus grands restaurants. Ok? Mais d'où est-ce que ça vient? À la base, le guide Michelin, c'est un guide pour vendre plus de pneus. Ok? Donc aujourd'hui, on va découvrir comment le guide Michelin est né, comment il est devenu la Bible des restaurants et pourquoi il influence encore aujourd'hui le monde entier de la gastronomie et de la cuisine. Avant de commencer, pardon, si tu regardes cette vidéo depuis ma page YouTube, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. La transcription de cet épisode est dans la description de la vidéo. Si tu regardes cette vidéo depuis mon espace Patreon, n'oublie pas de télécharger le vocabulaire audio pour faire tes flashcards et essaye de répondre correctement aux questions du quiz. Évidemment, si tu aimes cette vidéo, si tu trouves le vocabulaire utile, n'oublie pas de mettre un like et s'il te plaît, en commentaire, dis-moi si tu es déjà allé dans un restaurant Michelin, si tu veux faire cette expérience, et ce que tu en as pensé, toi, personnellement. On commence donc tout de suite avec l'origine du guide Michelin. Et à la base, c'est un guide pour les automobilistes, les personnes qui ont des voitures. Je te laisse imaginer, nous sommes en 1900. La voiture, à cette époque, c'est un vrai luxe. Ok? Il y a à peine 3000 voitures en circulation en France à cette époque-là. Il y a deux frères, André et Édouard Michelin. Ils sont industriels à Clermont-Ferrand et ils ont une idée de génie. Créer un petit guide pour aider les automobilistes à voyager, mais surtout pour qu'ils usent leurs pneus. D'accord? Plus rapidement, évidemment. C'est en fait le premier exemple de content marketing. Ok? Et pour être honnête avec toi, je crois que la toute première personne
qui a utilisé ce type de marketing, c'était un Américain pour son magazine d'agriculture. Le content marketing, c'est faire la publicité de ton entreprise, de ton produit, pas en faisant la pub directement, mais en aidant les consommateurs gratuitement. OK? Donc dans ce cas-là, d'accord, le guide Michelin, c'est pour les automobilistes, d'accord? Et pour vendre plus de pneus, ils ont dit, oh, on ne va pas faire la pub de nos pneus, on va donner des informations gratuites aux automobilistes. Et évidemment, si tu as le guide Michelin qui t'aide à voyager, quand tu vas devoir changer tes pneus, où est-ce que tu vas aller? Chez Michelin, évidemment. C'est ça, le content marketing. Bref, on laisse ça de côté et on retourne sur l'origine. Le premier guide Michelin, c'est un petit livre rouge gratuit. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve les adresses des garagistes, des stations-service, des plans de la ville, pardon pour ça, et même des infos pratiques sur la voiture. Leur idée, plus les gens voyagent, plus ils roulent et plus ils achètent de pneus Michelin, évidemment. En 1920, ils décident de le rendre payant. Pourquoi? Simplement avec l'idée que les gens respectent plus, donnent plus de crédibilité, de crédibilité à quelque chose qu'ils paient. Très bien. Donc voilà, c'est ça le début du guide Michelin. Absolument rien à voir avec la nourriture ou la gastronomie. Ok. L'arrivée des étoiles. À partir de ce moment-là, le guide, il va commencer à évoluer. Il va ajouter des hôtels et des restaurants. En 1926, il y a une première grande innovation. Le guide commence à attribuer des étoiles aux bons restaurants. Et en 1931, on passe au système que l'on connaît aujourd'hui, le système actuel de 1, 2 ou 3 étoiles. Qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là? Une étoile signifie une très bonne table dans sa catégorie. Très bien. 2 étoiles signifie une cuisine excellente qui mérite un détour. Et 3 étoiles, ça veut dire une cuisine exceptionnelle qui vaut le voyage à elle toute seule. OK? Et pour choisir ces restaurants, le guide, il envoie des inspecteurs anonymes. D'accord? Ils réservent donc comme des clients normaux et ils observent tout. Qualité des produits, cuisson, saveur, régularité, qualité du service, etc., etc., etc. Leur identité est secrète. Et on dit même que certains chefs ne savent jamais s'ils ont été inspectés ou pas. OK? Donc voilà, là, petit à petit, on arrive à ce qu'on connaît du guide Michelin. Une influence mondiale, c'est le titre de notre troisième partie. À la base, au début, le guide Michelin, c'est très français. OK? Mais peu à peu, il va conquérir le monde. Il s'installe en Europe, puis en Asie, particulièrement le Japon et Singapour, en Amérique du Nord, etc., etc. Ça explique pourquoi
la France, c'est le pays avec le plus de restaurants étoilés. Ok. Parce que c'est français à la base. Pour te donner une petite idée, j'ai trouvé un petit classement des restaurants étoilés. Je vais te donner les 3 premiers et c'est peut-être un lien que je mettrai dans la description, je verrai. Mais donc, le premier pays, c'est la France, avec 30 restaurants 3 étoiles, 75 restaurants 2 étoiles et 534 restaurants 1 étoile, pour un total d'étoiles de 639. Le numéro 2, c'est le Japon, avec 23 restaurants 3 étoiles, 82 restaurants 2 étoiles et 442 restaurants 1 étoile, avec un total d'étoiles de 547. Le numéro 3, c'est l'Italie, 13 restaurants 3 étoiles, 40 restaurants 2 étoiles et 342 restaurants 1 étoile, pour un total d'étoiles de 395. En numéro 4, on a l'Allemagne, et puis l'Espagne, et puis les États-Unis, Royaume-Uni et Irlande, Chine, Suisse, Belgique. Voilà pour le top 10. Ok ? Donc, plus le guide Michelin se répand, plus la folie augmente, j'ai envie de dire. Quand un restaurant obtient 1 étoile, c'est un succès immédiat. 2 étoiles, les réservations sont complètes pendant des mois. 3 étoiles, l'élite mondiale. Les chefs sont propulsés au rang de stars internationales. Mais attention, parce que ce système, il crée aussi énormément de pression. Il y a même des chefs qui rendent leurs étoiles. Par exemple, Sébastien Bras. C'était un chef 3 étoiles et il a demandé à sortir du guide en 2017. Il disait qu'il voulait retrouver sa liberté et ne plus cuisiner dans le stress. Tu imagines un chef 3 étoiles qui dit non, non, c'est trop de pression, j'ai envie de faire la cuisine que j'aime comme avant. C'est ce qui s'est passé. Et enfin donc, le guide aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, le guide Michelin, il a plus de 120 ans. Mais il a dû s'adapter pour survivre simplement. Aujourd'hui, il est évidemment beaucoup critiqué. Trop élitiste, pas assez représentatif des nouvelles cuisines, végétariennes, fusion, la cuisine populaire, etc. Et souvent trop centré sur des critères rigides, ok ? Pas assez souple, pas assez laxiste. Pour répondre à ces problèmes, eh bien, le guide il a développé d'autres catégories. Le bib gourmand, c'est pour des restos de qualité à prix raisonnable. Il y a aussi de plus en plus de petites adresses locales qui sont beaucoup plus accessibles. Mais malgré tout, le guide garde un énorme pouvoir. Il peut changer la vie d'un chef et d'un resto, clairement. Et il reste tout de même une référence mondiale dans la gastronomie. Ok ? Je pense que tout le monde connaît les étoiles Michelin. Évidemment, maintenant, il y a d'autres concurrents. C'est pas la même chose, mais on utilise souvent TripAdvisor, Google Maps, Yelp, etc.
parce que ça, c'est des plateformes qui donnent la parole aux clients, aux gens comme toi et moi. Et honnêtement, on regarde souvent les avis avant de sélectionner un restaurant. Ok. Donc voilà, un petit peu pour l'histoire du guide Michelin, ma petite expérience personnelle. Je pensais que c'était des endroits, des établissements réservés à l'élite. D'accord? C'est assez cher, faut être honnête, mais j'ai changé d'avis un petit peu parce que l'expérience, la qualité, les goûts, les saveurs, c'est super technique. Vraiment, j'ai été impressionné par l'expérience en elle-même et j'aimerais la refaire pour une occasion très spéciale, pour des personnes très importantes dans ma vie. Peut-être, c'est quelque chose que je referai avec plaisir. Ok. Donc voilà, un petit peu, c'était l'histoire d'un guide créé pour vendre des pneus, mais qui est devenu le symbole du prestige gastronomique. Je trouve l'histoire un peu folle, personnellement. Ok. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like. N'oublie pas de me dire en commentaire si toi, tu es déjà allé dans un resto Michelin, si tu veux y aller, ou alors ce que tu penses de tout ça. N'oublie pas de t'abonner à la page si tu ne l'as pas encore fait. Merci pour ton temps. Tu passes une bonne semaine, un bon week-end avant. Prends soin de toi et à la prochaine. Ciao